Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce numéro de votre émission Débat. Mesdames et messieurs, le compte à rebours est lancé le 12 avril prochain. Dans quelques poignées de jours, donc, le Bénin va faire un choix déterminant pour son des meetings. Une question fondamentale demeure. Et comment transformer les performances économiques en une réalité palpable dans le panier de la ménagère et dans nos usines entre la consolidation des acquis industriels et l'urgence d'une réponse sociale plus vigoureuse. Le prochain septennat se joue dès aujourd'hui sur le terrain des idées. Pour décrypter tous ces enjeux, nous recevons ce soir un observateur privilégié et averti des dynamiques financières et productives, Hassen Fador. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes expert industriel et financier, cadre supérieur d'une institution publique de financement du développement. Les programmes en compétition, nous analyserons la transition entre la vision actuelle et les perspectives portées par le duo Wadaï-Talata, sans oublier d'interroger la solidité de notre système partisan face à l'offre politique de cette présidentielle. Hassen Fador, peut-on concrètement concilier rigueur financière et inclusion sociale par l'industrie? C'est le cœur de notre échange avec Eric Guédino. Eric, bonjour. Franck Arnaud, bonsoir. Bonsoir Hassen Fador. Bonsoir. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. Franck l'a relevé, vous êtes expert industriel et financier, cadre supérieur d'une institution publique de financement du développement. Si l'on regarde dans le rétroviseur, les fondations économiques à travers le pare-brise, la route des 7 prochaines années paraît parsemée de défis sociaux majeurs. Alors, selon vous, quelle est l'option de développement que vous proposez pour ne pas justement rater ce virage de 2026? Merci, messieurs les journalistes. Permettez-moi de commencer par saluer les autorités béninoises parce que nous traversons un moment important. La campagne électorale et bientôt l'élection. Et nous devons rendre grâce à Dieu que tout ça se passe vraiment dans la paix et dans la joie. Je disais que bien que je suis au parti Bloc républicain, je ne suis pas ici en tant que mandataire du parti, non plus en tant que mandataire de mon employeur actuel. Je suis là en qualité d'expert industriel et financier et de citoyen béninois profondément engagé dans le développement économique et social du Bénin et surtout de ma localité qui est d'Assazoumé. Je vous remercie. Allez, alors dites-nous justement sur la question, quand on projette un peu votre dynamique pour les 7 prochaines années, quelles sont les options de développement que vous proposez pour qu'on ne rate pas ce virage? Oui, merci. Vous avez dit tout à l'heure, à l'entame de votre propos, que les bases ont été posées. Donc, il y a eu des réformes, il y a eu un investissement massif dans les infrastructures. Aujourd'hui, il faut aller maintenant dans une dynamique d'amplification de la création de richesses, notamment la multiplication des industries qui sont aujourd'hui le moyen privilégié de créer de l'emploi, de créer des richesses et même d'apporter les réponses sociales aux populations. Parce que contrairement à ce qu'on pense, par essence, le lieu. Donc, je pense que l'amplification de ce maillon de l'économie aujourd'hui doit être au cœur du dispositif et ça l'est apparemment quand on voit le projet de société du candidat Wadani. Et je pense également que la formation technique et professionnelle doit être amplifiée. Mais il y a un aspect qui est très important concernant ça. Nous allons certainement y revenir, mais concernant la formation technique et professionnelle, il faut savoir que
partout ailleurs dans le monde aujourd'hui, les écoles ne sont plus que des lieux de formation, mais elles sont aussi des lieux de pourvoyeurs d'emploi parce que un lycée technique ou un collège d'enseignement technique doit être capable de répondre à des petites sollicitations et appuyer également et intervenir en tant que petite PME dans la localité où elle est implantée. Donc, du coup, les lauréats qui sortent peuvent, en attendant de trouver un emploi, être en train de servir l'école et donc qui servira également la population. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le virage que nous devons prendre. Et par ailleurs, il faut dire que la question de l'inclusivité est importante, d'où la régionalisation ou la territorialisation que propose le candidat Wadani aujourd'hui est très important. Il faut ramener vraiment le développement économique au niveau régional ou local. Poussée industrielle dans nos régions, vous proposez au niveau de l'enseignement des formations techniques pour les jeunes. Exactement. Ce sont de belles idées. Vous aurez le temps de développer davantage si le projet de société de votre candidat. Par contre, le Bénin a jamais assez, mais le panier de la ménagère semble ne pas suivre. Les statistiques, puisque ce ne sont que des chiffres, en un véritable développement inclusif. Merci. Comme vous le savez, la notion de panier de la ménagère est très reliée au pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, qui dit pouvoir d'achat, opportunité pour les jeunes, pour les femmes. Et parce qu'on a tendance souvent à ne pas trop le dire, mais les personnes seniors qui sont qualifiées, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là de trouver de l'emploi. Avec la croissance économique que nous avons aujourd'hui, il faut dire que l'impact sur les populations semble... Le modèle n'avait pas encore été régionalisé. Vous pouvez vous rendre compte que dans des pays sont constitués en fédération, tout simplement parce que lorsque vous êtes en fédération, chaque État fédéré est gouverné et gouverné de façon locale. Et à partir de ce moment-là, l'action publique au niveau central descend rapidement. N'importe où impacté. Aujourd'hui, tout le Bénin ne peut pas venir à Cotonou et environ pour pouvoir bénéficier du fruit de la croissance. Donc, le projet de société du candidat Romuald Wadani aujourd'hui qui propose vraiment de créer des agences de développement territorial est faut alors que dans ces territoires qui seront créés avec ces agences, que nous puissions faire trois choses. Première chose, il faut que un jeune qualifié ou une personne qui est qualifiée puisse trouver une opportunité d'emploi, donc créer des industries, créer des entreprises. Il faut qu'un jeune ou une femme puisse avoir accès à une opportunité pour être formée si elle ne répond pas à l'emploi. Donc, à partir de ce moment-là, il faut des centres de formation, des centres d'incubation pour l'entrepreneuriat. Et la troisième chose, il faut que nos populations rurales, parce qu'il ne faut pas occulter le fait que dès qu'on s'éloigne de Cotonou, on commence par avoir des populations de plus en plus rurales. Donc, il faut apporter des solutions précises. Comme le propose le candidat, augmenter le rendement. Donc, un producteur qui a la même superficie qu'il avait toujours eu aura 3 fois plus de production. À partir de là, on va l'aider à répartir cette production-là de manière à ce qu'il puisse assurer sa retraite, il puisse se soigner et il puisse avoir un revenu pour assurer les dépenses quotidiennes de la maison. Et donc, vraiment, moi, je pense que c'est vraiment la solution aujourd'hui pour que le panier de la ménagère, que le pouvoir d'achat remonte. L'option de territorialiser le
nos communes lorsque nous avons importé, disons, la décentralisation il y a quelques années? C'est bien de soulever ça, surtout de ma position. Il faut dire que je travaille beaucoup avec les communes. Ce n'est pas la même chose parce que ici, c'est une sorte de déconcentration et non décentralisation. Parce que la décentralisation suppose qu'on apporte des solutions au niveau local, mais à des populations dans un périmètre très restreint. Ici, on est en train de vouloir ramener une politique centrale au niveau régional. On n'est pas en train de parler, on ne descend pas au niveau village, mais on descend au niveau régional. Donc ici, si vous observez, on a regroupé les départements, un territoire. Dans un territoire de 2 départements, il y aura plusieurs communes. Donc, il faut assimiler cette déconcentration-là. Mais il faut noter que les préfets ont déjà très... Je trouve que c'est d'ailleurs bien, notamment tout ce qui est administration et tout ce qui est sécurité. Donc ici, on apporte maintenant une agence qui va regrouper 2 départements et cette agence ne va s'occuper que du développement. Elle ne va pas se préoccuper de la sécurité parce que la préfecture, les 2 préfectures qui dépendent de cette agence s'en occuperont. Elle ne va pas s'occuper des problèmes administratifs et judiciaires parce que la s'en occuperont. Mais par contre, le préfet sera un peu détaché des politiques centrales au niveau de ces régions-là, en termes de développement. Et lorsque on décide en plus de cela que chaque de façon itinérante viendra de la mise en œuvre de cette politique-là au Conseil des ministres, on est d'accord que la localité Djougou Natitengu passera un jour au Conseil pour dire on en est où, passera automatiquement si on n'est pas en train de développer Natitengu ou Djougou. On le saura en Conseil des ministres. Le suivi qui va... Voilà. Donc, pour moi, c'était la solution. Mais il ne faut pas, encore une fois, penser que... ça aurait été difficile. J'allais faire la question. C'est seulement maintenant qu'on a pensé... En fait, c'est 2 actions complémentaires. C'est 2 actions complémentaires. C'est exactement... c'est vraiment une poursuite. Vous venez, vous jetez les bases communes, les bases communes, et ensuite vous allez maintenant dans le détail. Nous avons toujours procédé comme ça pour réaliser tous nos projets chacun. Donc alors, je pense que c'est louable. Cela ne se fera pas sans, disons, la transformation locale de nos matières premières. Aujourd'hui, quel est le diagnostic que vous portez, notamment sur cet aspect-là, à travers la zone de Glodjigbe, par exemple? Merci. Si la GDIZ n'avait pas existé, il fallait... En 3 ans, on est déjà au-delà de 20 000 emplois. Pour créer 20 000 emplois, ce n'est pas évident si on ne passe pas par l'industrie. Alors, vous imaginez, dès lors que... 20 000 emplois pour toute cette masse de jeunes chômeurs, de femmes chômeurs. Est-ce que nous y sommes Bien sûr. Vous savez, quand on dit 20 000 emplois, on est uniquement... On est en train de parler de l'emploi salarié, mais l'emploi n'est pas que salarié. Il y a l'emploi, il y a l'entrepreneuriat. Et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi... On est en train de parler que de la zone, mais il y a des qui sont à l'extérieur de la zone et qui travaillent pour la zone. Des prestataires de services, qui sont des emplois qui sont créés, induits par la zone. Donc, en gros, je pense que c'est un pas. Mais imaginons juste ce qu'on vient de dire, qu'on a créé ça, c'est considéré comme au niveau central. Une fois qu'on va créer au niveau des départements, au niveau je veux parler des territoires, 5 000 emplois par-ci, 4 000, 3 000, etc. Donc,
C'est comme ça que ça va s'additionner. Et la transformation des matières premières locales, c'est un impératif pour le développement. Pourquoi? Parce que automatiquement, lorsque on décide de transformer une matière première locale, on génère des emplois, on monte en compétences, en savoir-faire. Pour la petite histoire, moi j'ai démarré une cimenterie au Bénin, la construction. J'ai travaillé dans la cimenterie. J'ai quitté la cimenterie pour aller à l'international, mais aujourd'hui, le directeur d'usine adjoint de cette cimenterie est un Béninois. Et les 2 cimenteries, j'ai travaillé dans 3 cimenteries au Bénin, les 2 autres cimenteries sont dirigées par des Béninois. Tout simplement pourquoi? Parce que la cimenterie est une ancienne industrie au Bénin. Depuis la première la construction a commencé en 1957. Donc pour dire que avec l'implantation des industries, on monte en compétences. La transformation des matières premières, on capte de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce que l'extérieur aurait capté comme bénéfice sur un produit qui nous serait revendu au Bénin, une partie de ce bénéfice-là est capté dans le Bénin et redistribué soit sous forme de salaire, soit sous forme de dépenses. Vous avez des bonnes dames qui vendent, vous avez des restaurants, des hôtels, vous avez des logements pour les dirigeants, vous avez la télécommunication, etc. Donc une bonne partie est captée et une partie est captée par l'État sous forme voilà. Donc en gros, c'est vraiment le chemin. Je le dis surtout parce que je suis un industriel vraiment pur, mais il n'y a pas d'autre voie. Et le fait de le marteler est une bonne chose pour le Bénin. Il n'y a pas d'autre voie, vous le dites, et vous saluez aussi l'avènement de ces industries. Mais derrière, nous savons justement qui sont les vrais propriétaires. Voilà, ce sont des firmes à l'échelle internationale. Quel est aujourd'hui, puisque c'est votre domaine, vraiment les industries, quelles sont aujourd'hui les barrières critiques qui freinent encore l'éclosion des champions nationaux? On voudrait bien aussi que, au cœur de ces industries, en termes de propriétaires, que ce soit des Béninois. Vous avez salué quelques Béninois qui dirigent des cimenteries, encore qu'on peut diriger une cimenterie sans être propriétaire. Merci. Vous me faites une belle passe, parce que j'allais en venir. Effectivement, la création ou la mise en place d'une industrie requiert beaucoup de financement et notamment le financement en capital. C'est ce qu'on appelle les fonds propres, le financement en fonds propres. Et ça, c'est la faiblesse de nos pays en Afrique, de manquer de ce capital-là qui est apporté parce que pour vous schématiser, pour vous faire un schéma simple, financer une industrie, il est préférable lorsque vous avez besoin de 100, d'apporter 30 par exemple et d'aller emprunter les 70 restants. On appelle ça en finance l'effet de levier. Donc ce sont les 30 qu'il faut apporter d'abord avant qu'une banque ne vous prête les 70 restants qu'il faut chercher. Et c'est ça que nous avons l'habitude de faire venir. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Je pense. Comment? Voilà, et je suis vraiment très fier de savoir que dans le programme d'action du candidat Romuald Wadani, une solution a été apportée. C'est le fonds de développement industriel. Ce fonds, dans tous les pays du monde, vous avez des secteurs qui sont capables d'apporter ces financements-là dans l'économie, notamment les assurances, par exemple. Si, je ne sais pas depuis combien de temps vous roulez votre voiture, mais vous payez chaque année une assurance et peut-être que vous n'avez jamais sollicité votre assureur pour répondre à un sinistre. Donc, tout ça, c'est comme une cotisation, mais ce n'est plus pour vous. Mais les assureurs sont capables d'apporter ce type de ressources à l'économie. Parce que ce sont des ressources qu'on doit pouvoir apporter, mais ne pas en attendre un retour immédiat. C'est ça qu'on appelle un capital. C'est un financement patient. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment fier que le candidat propose un
ce type de ressources-là, un peu partout, et qui va permettre à des champions nationaux d'apporter ce qu'on appelle le capital initial dans les industries pour ne plus être uniquement que des dirigeants, comme vous l'avez dit, mais être des propriétaires. Parce que le dirigeant, certes, il développe la stratégie, mais le propriétaire, c'est lui qui reçoit les dividendes dans une entreprise. Je suis parfaitement d'accord parce que lorsque les étrangers apportent des capitaux, les dividendes sont généralement rapatriés à l'extérieur. Allez, Monsieur Fallon, merci. Le fait d'avoir un d'usine à Glodjigbe, alors que nous savons que les matières premières, la plupart utilisées à Glodjigbe, nous proviennent peut-être de la partie septentrionale, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'option ou la logique de territorialiser aujourd'hui le développement, qu'il faille en créer par exemple un autre à Parakou, à Natitengu ou à Kandi pour concentrer un peu les actions dans cette région du pays? Oui, c'est bien beau, hein? C'est bien ce que vous dites, c'est bien beau et c'est peut-être faisable, mais pas immédiatement, je pense. Pourquoi peut-être? Et c'est pour cela que, si vous observez dans la proposition que fait le candidat, il n'a pas parlé de zone économique spéciale dans tous ces territoires. Il a parlé d'industrie. Tout simplement parce que pour décider de mettre en place un grand pôle industriel, il y a des prérequis, notamment l'énergie, les transports, la disponibilité de la main-d'œuvre, la disponibilité des logements. Ce sont des choses, sans ces choses-là, il n'est pas possible. Mais par contre, il est possible d'apporter une première industrie, une deuxième, et d'accompagner. Parce que si vous regardez, il a parlé d'un socle, qui est la partie qui sera pilotée au niveau central. Ce sont les infrastructures, l'énergie, l'eau. Tout ce que je cite là, ce sont des prérequis. Ce sont des facteurs qui ne peuvent pas être confiés à un territoire. Parce que ça requiert, c'est régalien, ça requiert des financements importants. Et ça sert juste de support à l'industriel. Un industriel ne peut pas vouloir venir implanter une industrie et s'occuper de l'eau, s'occuper de l'électricité. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, ces prérequis ne sont pas encore totalement disponibles dans ces régions-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas d'un coup. Mais toutefois, parce que le gouvernement est en train de faire des efforts pour améliorer les infrastructures, peut tout doucement déployer. C'est pour ça que ces 3 derniers mois, nous avons entendu parler de la nouvelle zone économique spéciale de Semepodi et de la nouvelle zone économique spéciale de Kétou, qui seront en vigueur dès cette année. Mais qui vont rentrer en construction. Qu'est-ce qui nous rassure que toutes ces projections, ça reste sur des actions sur papier, hein? Qu'est-ce qui peut vous rassurer que tout cela sera mis en œuvre d'ici à 5 ans plus tard, que nous aurions traduit dans les actes toutes ces idées-là du candidat Wadaï? Moi, je dirais une seule chose. Une seule chose me rassure, c'est qu'on a dit qu'on va implanter la zone économique spéciale de Glodjigbe. Ça a été fait. Ça a été fait. J'ai dit ça sur ce secteur-là, mais sur d'autres secteurs. Moi, j'ai travaillé 10 mois en tant que manager de production de l'électricité au Bénin. On est passé de presque zéro aujourd'hui à 60% de l'électricité consommée qui sont produites au Bénin, à Maragleta, et d'électricité solaire. Avant 2016, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune centrale solaire. Je pense que quand vous allez dans le programme d'action du gouvernement PAG1, vous trouvez tous ces projets-là. Et vous venez aujourd'hui à la fin de son mandat, ces projets ont été mis en œuvre. Dès lors qu'on est dans un contexte comme celui-là et qu'on est dans une continuité, voilà. Dans votre développement, tout à l'heure, vous avez estimé que l'installation d'une zone industrielle requiert des prérequis, de l'eau, de l'électricité. Vous avez insisté sur la main. Avec la GDZ, on a eu un peu de difficultés
en tout cas, à mettre la main-d'œuvre à la disposition de ces industries pour faire fonctionner. Il y a eu même un moment de la décision de mettre en place un centre de formation, d'abord, pour que ces jeunes soient utilisés au cœur de ces industries-là. Puisqu'il y a cette perspective et cette vision d'industrialiser le pays, vous avez annoncé les projets qui sont en perspective. Est-ce qu'on est en train d'anticiper aussi sur la question de la main-d'œuvre, formation et emploi? Exactement, exactement. Vous avez certainement entendu parler des enseignants du secteur qui ont été envoyés à l'extérieur pour être formés, qui sont en train de venir progressivement au fur et à mesure ils finissent leur formation. Et dans le programme que propose le candidat Romain Wardani, on voit également l'intensification, l'accélération des lycées techniques et même des usines-écoles. Aujourd'hui, ce modèle de mettre des jeunes en situation de travail en guise de formation a fait ses preuves. Aujourd'hui, c'est ce centre qui a pourvu les usines textiles à Glodibé de personnel. Et on n'a pas arrêté. On a continué de recruter au fur et à mesure. Ces premières usines vont devenir des usines-écoles. Donc, on est vraiment dans une anticipation aujourd'hui, surtout parce que dès lors qu'on a réalisé vous convenez avec moi qu'on tire des leçons et aujourd'hui on est vraiment en train de profiter de ces leçons-là. Comment éviter au Bénin aujourd'hui, un Bénin à deux vitesses entre les pôles urbains du sud et le reste du territoire en termes d'infrastructures économiques? Quand vous comparez Cotonou à d'autres villes à statut particulier, laissons même Porto-Novo, Parakou, Natitengo, Kandi et tout, comment est-ce qu'il faut éliminer ce déséquilibre-là? Merci. Vous allez vous rendre compte que il y a une répétition dans ce que je dis depuis, parce que la territorialisation vient résoudre beaucoup de problèmes, et y compris ce problème d'équilibre des régions dans le développement. Mais il faut savoir que le déséquilibre de développement dans les pays n'est pas qui intervient généralement parce que il y a des zones dans un pays qui sont très ouvertes à l'international à travers soit un aéroport, soit le port, et d'autres localités qui sont plus éloignées. Et ces localités qui sont plus éloignées, lorsqu'on va importer par exemple du matériel, des produits qui vont venir par le port, elles sortent du port, elles sont à Cotonou, elles ne peuvent pas coûter le même prix que lorsqu'on va les amener au nord. Lorsqu'on implante par exemple une usine, j'aime bien revenir sur la cimenterie parce que c'est un secteur dans lequel j'ai fait presque 12 ans. Lorsqu'on implante une cimenterie à Massé ou dans la région de Kétou ou peut-être ou à Cotonou dans les environs, ce n'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'il y avait des facilités et aussi parce que la matière première est proche. Alors, donc aujourd'hui, en territorialisant comme on propose aujourd'hui, il faut également simplement agir sur les prix. Et pour agir sur les prix, il y a une méthode qui est très connue, et je du commerce le pratique peut-être sur certains produits déjà, mais ça va être peut-être amplifié. C'est ce qu'on appelle la péréquation. La péréquation va consister à quoi? Va consister par exemple à ce que un produit qui est fabriqué à Cotonou, qui doit aller au nord, que ce produit-là, l'État revoit les taxes qu'elle prend sur ce produit, y compris sur peut-être le carburant qui va servir à amener ce produit, de sorte que le prix auquel ce produit sera vendu au nord soit une entente avec l'État, pour qu'il n'y ait pas de spéculation au nord.
La raison fondamentale, c'est pour ne pas augmenter de façon très drastique le coût des projets une fois qu'on veut déployer le même projet dans une localité éloignée. Si vous observez par exemple les cités administratives qui sont en train d'être construites, les préfectures, avec tous les directions départementales des ministères dans tous les départements. C'est quasiment le même plan, c'est le même modèle, mais si vous regardez la différence de coût entre ce qui a été construit à Bumekalavi, ce qui a été construit à Parakou, ce qui a été construit à Niki, etc., vous voyez un peu. Donc, pour amortir ce choc-là, l'État va maintenant devoir agir pour permettre à ce que, lorsqu'on déplace un projet vers les régions éloignées, le coût n'augmente pas. Et c'est ça qui va permettre un développement harmonieux, équilibré. Quand on évoque assez souvent le bilan de Patrice Talon, parfois lui-même il revendique qu'on a obtenu ces résultats en si peu de temps avec la discipline, la rigueur, ce que certains jugent comme un excès de pouvoir, qu'on peut même, que c'était qualifié de dictature. Alors, comment vous voyez la vision de Wadahi s'accommoder à ces principes dans la gestion de son pouvoir? Est-ce qu'il faut espérer, je dirais, une gouvernance humanisée ou qu'est-ce qu'on peut espérer? Ouais, merci. Surtout sans sacrifier la rigueur budgétaire. Oui, c'est bien de le dire. Mais ce qui est plaisant dans ce que vous dites, c'est de constater quand même que le ministre d'État a passé 10 ans, mais il faut observer un peu son attitude. Je pense que c'est vraiment important. L'attitude qu'il a eue pendant 10 ans. Moi, je n'ai jamais vu, en dehors de la campagne, je ne l'ai jamais vu en train de faire une campagne politique ou quoi, de faire une activité politique ou quelque chose. Donc je veux dire, c'est dans le gouvernement comme lui, dans ses postures, on peut en trouver d'autres. Voilà. Justement, c'est pas une particularité à Wadahi. Bon, c'est lui qui est là aujourd'hui. Si je parle de lui, je pense que c'est le moment. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui a la posture déjà. Il a la posture en termes de tenue. Et la rigueur, il l'a maintenue dans le ministère. Il a maintenu cette rigueur. Moi, je peux vous dire que de la position que je suis, quand j'observe la façon dont le ministre d'État travaille, la rigueur, l'abnégation, il est infatigable. Et je ne crois pas qu'il arrive à la tête, qu'il arrive à ce niveau aujourd'hui et qu'il dénie que subitement il décide de devenir une nouvelle personne. Je ne crois pas. Maintenant, vous avez parlé d'humaniser. Je pense qu'il n'y a pas eu un président, de mon point de vue, parce que je dis encore une fois, je suis vraiment un industriel, de mon point de vue, il n'y a pas eu un président plus social que le président Patrice Talon. Il n'y en a pas eu. Je vois beaucoup de gens citer souvent la cantine scolaire, citer les microfinances. C'est pas là que le président Talon attendait. Voilà. C'est facile de le dire. Le social doit être la protection sociale d'abord. Et une protection sociale qui maintient un assistanat permanent n'est pas du social. Voyez-vous, depuis 2016, le social a été réorienté vers des actions d'autonomisation, des actions ciblées vers les plus vulnérables, des actions ciblées vers la création d'opportunités dans les territoires. Parce que si des jeunes ont accès à des opportunités à la fois d'emploi, de formation, qu'est-ce qu'il y a de plus social? Qu'est-ce qu'il y a de plus social? Après, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ça, quand on a tous fait ces efforts et qu'on a engrangé des plus-values, des bénéfices,
l'État peut maintenant décider à travers des manifestations, d'organisations, de moments récréatifs, de moments festifs pour des jeunes. Et ce n'est pas, ce serait mérité. C'est exactement comme vous et moi, lorsque nous avons travaillé avec abnégation et que nous sommes parvenus au bout, après nous pouvons festoyer. Donc je pense que pour moi, le social ne doit pas être de donner des choses de manière à maintenir des gens dans un état de dépendance. Vous comprenez? Voilà, dans votre environnement industriel et financier, vous entendez parler assez souvent des difficultés des PME et des PMI dans le business. Quel mécanisme financier préconisez-vous ou que vous voyez que le candidat peut mettre en place pour ces unités-là, pour ces entreprises-là? Les PME, c'est le cœur de l'activité économique. Et aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être mis en place, on n'a même pas besoin d'attendre l'avènement du prochain président. C'est déjà en train d'être mis en place pour les PME. Vous savez, comme je l'ai dit, pour l'industrie, le capital était un véritable problème. Aujourd'hui, je vous annonce avec joie que moi, je suis informé de l'avènement très prochain de fonds d'investissement dédiés aux PME au Bénin, ce qui manquait cruellement, parce que les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays développés, le Nigeria, c'est des choses qui existent là-bas, et ces fonds viennent soutenir financièrement les PME. Aujourd'hui, on parlait de garanties qui n'étaient pas accessibles aux PME. L'ADPME a pu mettre en place aujourd'hui un guichet unique qui facilite le financement, la trésorerie aux PME. Aujourd'hui, une PME qui a même une activité, qui a une facture, avant même qu'on ne le paye, il peut aller à l'ADPME, remettre cette facture et se faire payer avant que le client ne le paye. Beaucoup de gens ne le savent pas. Déjà? Ça se pratique au Bénin. Donc je suis prestataire, j'exécute un marché. Votre client ne vous a pas encore payé. On suppose que le client, c'est l'État. Non. N'importe quel client. Pas nécessairement. D'accord, je prends la facture. Vous allez à l'aide des PME. Et on me paye. On vous paye. Je dis on vous paye si vous voulez. Allez-y à la DPME dès aujourd'hui ou demain pour vous en rendre compte. Pour vous, donc, les mécanismes sont très bien huilés aujourd'hui. Sont très bien huilés parce qu'on connaît. Pour propulser les PME. Pour propulser les PME. Et je veux vous dire aussi qu'un des problèmes majeurs, et ça, moi, c'est depuis que je suis revenu au Bénin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans le privé, en tant que privé, c'est la maîtrise opérationnelle. D'accord. La maîtrise technique des PME. Et aujourd'hui aussi dans ce secteur-là. Nous allons glisser dans un instant sur le terrain purement politique, mais avant, le Bénin, vous savez, sollicite régulièrement le marché international, mais juste où peut-on aller sans compromettre la souveraineté économique des générations à venir? Ça préoccupe beaucoup de nos concitoyens. Et c'est à juste titre. À juste titre. Avant de développer ça, je vous rassure que nous sommes à moins de 55% de taux d'endettement par rapport à notre PIB. Est-ce que c'est ce qui devrait nous rassurer? Nous avons lu d'autres personnes qui ont estimé que on a exagéré dans les prêts. Oui, laissez-moi finir. L'UEMOA a fixé 70%. Si vous n'avez pas dépassé 70% de votre PIB en taux d'endettement, vous êtes bien. Nous sommes à moins de 55%. Ça veut dire que nous avons encore même une marge. Pour la petite histoire, beaucoup de pays qui sont aujourd'hui dans l'AES, je ne veux pas citer, ont déjà largement dépassé les 70%. Juste une dernière chose. Sachez que la dette, s'endetter n'est pas du tout un problème. D'autant plus que si on vous prête, c'est parce que vous êtes crédible. Vous pouvez rembourser. Ouais, on connaît cette formule. Voilà, une dette. On connaît cette formule, mais voilà. Ici, écoutez, on va faire un exercice de progression. Vous dites que nous sommes en dessous de 55%. Nous étions à combien? Et en combien d'années on s'est retrouvé en dessous de 55%? Si c'est en moins de 10 ans,
et qu'on garde cette dynamique les 10 prochaines années, je pense qu'on a franchi la barre des 70%. 70%. Merci. Oui. Vous savez, Et ça peut inquiéter. Non, Parce que si on continue pas dans la logique de ce qu'on ne prête qu'aux riches, qu'à ceux qui sont crédibles, on serait toujours dans le besoin de prêter et on peut toucher la barre finalement. Ce qui est bien dans ce que vous dites, c'est que l'économie est dynamique. Je ne sais pas si vous voyez. Le PIB dont nous parlons, il est en train de grimper. D'accord. Voilà, le PIB a été multiplié par 5 presque ces dernières années. Sur un budget de 1200 milliards, on est aujourd'hui, après 10 ans, à 3500 milliards. Sur une mobilisation de 700 milliards internes, on est aujourd'hui, je parle de la mobilisation interne, on est aujourd'hui à 2300 de mobilisation interne. De la même façon que vous pensez que plus on va s'endetter, ce taux va monter, le dénominateur, c'est le PIB. Quand il va monter, le taux, il redescend. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un équilibre permanent. Okay. Et l'autre chose qui est pour moi très important, ce n'est pas d'où on a quitté et où est-ce que nous sommes. Je dis un truc simple. On était peut-être à 40%. Oui, disons qu'on était peut-être à 45%, 40%, oui. Et qu'aujourd'hui, on soit à 55%. Si on est à 40% d'endettement et qu'on ne réalise pas ce que nous voyons, je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, la progression de ce taux seul n'est pas, de mon point de vue, un indicateur. Il faut mettre en face qu'est-ce qui est réalisé. Alors, beaucoup disent qu'avec le président, enfin, Wawadayi, s'il était élu président, nous allons desserrer la ceinture, il y aura plus de... On va souffler un tout petit peu. Est-ce que les gens ne seront pas déçus à la longue? Parce que lui voudra réaliser les objectifs de développement, accélérer, en tout cas, évoluer par rapport à ce qui est déjà fait actuellement. Est-ce qu'on ne sera pas déçu à la longue, à votre avis? Ou quelle sera la grande innovation pour justement maintenir ce cap-là, mais également assouvir un peu les désirs des populations? Merci, c'est une belle question. Convenez avec moi que le président Patrice Talon a fait ce qu'on appelle le sacrifice. En fait, aujourd'hui, le président Jomel Wardani, s'il est élu, ne vient pas pour reprendre les routes de Cotonou, ne vient pas pour reprendre l'asphaltage, il vient pour poursuivre. Le président Patrice Talon a commencé de zéro, presque. Je ne vais pas dire zéro, presque. Vous l'avez dit quand même. Non, presque. Donc, je pense que c'est surtout pour ça que les populations ne vont pas subir exactement ce qui a été dans le passé. C'est simplement parce qu'il y a eu des bases. Il y a eu des fondations qui ont été posées. Donc, on ne part plus d'un niveau très bas. Donc, du coup, l'effort n'est plus... Pour atteindre un résultat meilleur, on n'a plus besoin du même effort. Fournir la même énergie. Exactement. Allez, politique maintenant, Eric. Oui, on va aborder la deuxième partie de cette émission. Nous sommes en campagne électorale, vous le savez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous permet de parler si bien de votre candidat. Avez-vous le sentiment que le climat actuel de la campagne rassure les investisseurs et les citoyens? Oui, c'est une fierté. Je vous assure que je suis fier en tant que Béninois. Le Bénin a fait quelque chose que vous ne trouverez pratiquement dans aucun autre pays. Juste pour répondre à cette question que vous avez posée. Le 22 janvier dernier, le Bénin a est allé sur le marché et a émis un soucoupe qui est vraiment quelque chose de très rare. Dans presque tous les pays du monde, à la veille des élections, il y a une incertitude. Les investisseurs n'abonnent pas, ne souscrivent pas à ces émissions-là. Et même les pays n'y vont pas. Ils attendent, vous convenez, on attend le changement de régime et que les choses... Parce que mais nous avons gardé, le Bénin a montré, enfin, cet événement a montré que
Le regard de l'extérieur, c'est un regard de stabilité. C'est-à-dire que le Bénin donne l'image d'un pays stable, même pendant les élections, la période électorale. Donc je suis fier parce que je trouve que nous sommes vraiment en train de passer une campagne calme, en paix, et je crois que ça continuera jusqu'au 12 avril et au-delà. Mais sur ce point précis, est-ce que vous pensez que l'ambiance vous semble plus saine qu'en 2021, 2023 ? Ça dépend du mot, de ce qu'on met dans le sein, mais pour moi, oui, je pense que oui. Il faut considérer, à mon sens, il faut considérer que nous sommes dans une marche. Nous sommes dans une marche, alors, après les réformes. Les acteurs politiques doivent tout doucement prendre leur marque. Il y a toute une recomposition, vraiment, tout ça est en train de se mettre en marche et peut-être, vous parlez peut-être de l'effervescence, mais je crois pour moi que après une réforme, c'est tout à fait normal que les choses donnent l'impression d'être différentes et c'est normal. Mais nous allons retrouver tout ce qu'on a vu par le passé. Nous allons le retrouver lorsque les acteurs politiques auront tous ils auront intégré ces réformes-là. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Nous sommes dans une marche. Alors, que dites-vous alors de la réforme du système partisan 7 ans après? Est-ce que cela, à votre avis, a permis d'assainir le paysage politique ou nous assistons toujours à une concentration des forces sans idéologie? Oui, moi, je pense que pour moi, c'est une réussite. Il y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Bien que cette réforme soit perfectible, c'est une belle réussite parce que aujourd'hui, moi, je suis heureux de constater que au cours d'une campagne électorale, il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de... Les gens parlent vraiment les acteurs parlent de ce qu'ils veulent faire. Et 2021, 2023, ça a été difficile parce que c'était le début des réformes. Et je pense que c'était le début des réformes et aujourd'hui, tout doucement, les acteurs sont en train d'intégrer ces réformes-là et c'est normal que cette fois-ci, ce soit plus intéressant. Moi, mon souhait pour l'avenir, c'est que les acteurs de tous bords, mouvance comme opposition, intègrent encore mieux cette réforme-là et jouent leur partition. C'est vraiment le souhait. Je pense que peut-être qu'ils ne le jouent pas assez, mais ça peut se comprendre, comme je le dis. Vous avez parlé tout au long de l'émission du projet de société de Wadaï. L'autre projet de société du duo Rumper-Nwano, porté par des Béninois aussi. Est-ce que vous avez eu le temps, vous avez pris la peine de parcourir le projet Rumper-Nwano aussi? C'est normal que je regarde parce que il peut y avoir des choses qui seront dites là-bas que nous allons peut-être voir s'il faut récupérer. Voilà. Je vous amener à un exercice de comparaison. Quand on compare les deux projets de société, où se situe la différence fondamentale? Merci. Disons que ce que j'ai déjà constaté, c'est bien aussi, je trouve que c'est bien pour le jeu politique, c'est que le candidat Rumper se focalise beaucoup sur des problématiques qui ont été évoquées par l'opposition pendant toutes ces années. Et ce qui est bien parce qu'il peut vraiment capitaliser là-dessus. Mais seulement, de mon point de vue, je trouve quand même que ces problématiques qui sont posées ne sont pas très transversales. Le pouvoir d'achat, l'apaisement politique, c'est ça que vous pensez de pas être... J'ai cru entendre des problèmes liés aux Béninois qui ont des difficultés avec la justice, des problèmes liés à la démocratie, alors que en fait... Cela relève de la cohésion sociale, non? Il faudrait que tous les Béninois puissent s'associer. Oui, même le candidat Wadaï, s'il est élu, il aura besoin de l'apport de tout le monde. Bien entendu. Plus loin ensemble. Bien entendu. Il n'a pas dit ensemble avec les
les acteurs de la mouvance. Je conviens. J'en conviens, mais je veux dire, prendre un sujet isolément n'est pas pour moi une solution. Bon, moi, déjà, je vais vous dire, le raisonnement industriel est holistique. Pour raisonner industriel, on raisonne holistique. Vous devez prendre en compte tous les aspects et avancer tout doucement avec tous les aspects. Mais lorsque vous ne prenez pas en compte suffisamment certains aspects et que vous êtes focalisé sur un aspect qui est problématique. Si eux ils considèrent que, comme vous l'avez dit, que nous avons fait des avancées dans ces domaines, autant s'attaquer aux problèmes qui ralentissent encore nos pas. Le piège dans ce que vous dites, c'est de regresser par la suite, là où on a avancé. Vous comprenez? Je préfère encore celui qui me dit, je vais renforcer là où on a avancé et je vais regarder l'aspect qui n'était pas bien. Mais celui qui vient me dire que je veux vraiment m'attaquer à ce qui n'était pas bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire de là où nous avons avancé. Donc je pense que c'est le piège dans lequel il tombe. Alors, encore quelques minutes. Comment vous appréciez l'activisme des jeunes à l'occasion de cette campagne électorale? Oui, je trouve notamment pour votre candidat. Oui, je trouve que les choses ont beaucoup évolué. Dans le passé, on avait beaucoup de jeunes qui se versaient dans des activités qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas pour. Aujourd'hui, on a beaucoup moins ça et je trouve aussi que les réformes sont passées par là, ont assaini un peu l'activisme sur les réseaux sociaux. Je trouve quand même que on ne trouve plus tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et je suis descendu sur le terrain le week-end dernier, j'étais à Dassa, j'ai vu les jeunes qui ont discuté avec moi et j'ai vu ce qu'ils faisaient, ça me paraît beaucoup plus sain aujourd'hui et je trouve qu'on est vraiment sur le bon chemin. Et quand on regarde un peu les dernières élections avec tout l'avènement des jeunes dans les mairies, l'avènement des jeunes au niveau de l'Assemblée, c'est avec beaucoup de joie que j'ai vu beaucoup d'anciens politiciens que j'ai connus depuis mon retour au Bénin qui sont vraiment aujourd'hui, j'aime pas utiliser ce terme, mais qui ont pris vraiment des postures de sages. Mais pourtant, ils étaient tous, si vous avez observé, ils étaient tous assis le jour de la présentation du projet de société du candidat Wardini. Donc, pour dire que c'est pas une retraite en tant que telle, parce que rien ne vous dit qu'ils ne sont pas actifs dans l'ombre. Continue de coacher même ces jeunes-là qui sont en train de faire leur premier pas. Donc je pense qu'on est vraiment il y a eu une recomposition, un assainissement qui me plaît, qui m'intéresse. Nous allons terminer cette émission, Eric. Aujourd'hui, pour votre frère de Dassa, votre soeur de Dassa, vos frères de Nati Tengo, de Kérou, quel est l'argument de poids, l'argument massu qui, selon vous, devrait convaincre l'indécis à porter son choix sur le projet de société du candidat Wardini? Merci. Le fait de décider de créer des agences qui se rapprochent des populations va faire qu'aujourd'hui, toutes les décisions qui ont été prévues, tout ce qui a été prévu dans le programme pour ces localités-là, il y aura une entité proche d'eux à laquelle les populations pourront s'adresser pour comprendre pourquoi telle chose n'est pas faite. Il a beaucoup misé sur le numérique, la digitalisation qui est aujourd'hui en plein essor même dans ces localités-là, d'autant plus que la fibre optique est déjà passée par là. J'ai été vraiment surpris de voir les jeunes en train d'utiliser des réseaux sociaux d'utiliser vraiment le numérique pour leur propre survie. C'est quelque chose que je pense que l'encadrement de ce genre de choses, proposer des choses, par exemple le village de splendeur, ville ou village de splendeur dans chaque localité. Il a proposé d'axer un développement autour
d'un point fort de la localité. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui accessibles. Ça veut dire qu'il suffira maintenant pour la localité, du maire jusqu'au mandant, à réfléchir. Dans notre localité, qu'est-ce qui... Parce que dans le programme du candidat, il n'a pas voulu donner s'avancer là-dessus. Des atouts, de potentialités. C'est ça. Donc, les gens doivent se regrouper. Donc, c'est un défi que les maires doivent relever. C'est un défi que les maires... Et moi, dès cet instant que j'ai décidé moi-même de m'y mettre aussi pour que cela soit une réalité. Dans votre communauté. Dans ma communauté, oui. Allez, c'est la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot? Je voudrais déjà vous remercier de m'avoir... Parce que s'engager pour son pays, pour sa communauté, c'est quelque chose de noble. Je suis aujourd'hui très fier de décider de le faire. J'ai toujours travaillé uniquement en regardant mes employeurs. Mais dès aujourd'hui, j'ai pris la décision de commencer par œuvrer pour ma communauté et pour mon pays. Le seul mot que je peux, enfin l'adresse que j'ai à l'endroit de la population béninoise, de nous tous, c'est de dire que tout le monde aille voter dans la paix, dans la joie, et que chacun fasse à son niveau les efforts qu'il faut pour que nous puissions ensemble aider le candidat et nous aider nous aussi à relever les défis de demain, et que le Bénin continue dans cette lancée-là. Bien entendu, comme tout le monde le dit communément, avec plus d'inclusivité, la prise en compte de semble être en rade aujourd'hui. Donc, je souhaite que le paysage politique continue de s'assainir et que l'opposition se reconstruise parce que positionne dans ce nouveau schéma. Parce que moi, je crois que ce schéma n'implique pas qu'il n'y ait pas d'opposition. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'opposition ne s'est pas mutée rapidement. C'est ce que je pense. Allez, merci. Il s'appelle Arsène Fadon. Il est expert industriel et financier, cadre supérieur d'une institution publique de financement du développement. Il était notre invité sur cette émission que je vous remercie d'avoir Guédénon qui m'a tenu compagnie dans ces échanges, et puis toute l'équipe de réalisation derrière la barre, les techniciens. Merci à vous tous et à vous toutes. On se reprend pour un nouveau numéro très bientôt. À bientôt. C'est bientôt Pâques et la radio Fraternité FM vous offre l'opportunité de toucher beaucoup plus de clients. www.fraternitéfm.bj Avec le grand directeur fraternitéfm.bj, c'est l'un des sites les plus visités au Bénin. Bonjour. Positionnez vos bannières de publicité et gagnez beaucoup plus de clients. Contactez-nous au 01 95 96 95 28 et le tour est joué. Avec fraternitéfm.bj, votre visibilité est assurée. Radio Fraternité FM. Avec le grand directeur de l'info. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires.
Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Nzete betelanka ebangaka te likolo yinda esukasuka nkake ekomi obanga nzete yango monene ya ebale ebangisaka te mokolo bwato po akende kolobo mbisi mokili ya nzambe eza mpe mpo na bayunga na capsule. David Mangaya, il faut sentir présence. Nga penza soki naki kofite mbele na budi na komata mwa le quadra Boulapa maman talango ngezobeta mongaya tango ngesekoki ya l'amour oyo lakaki ngai ya bolingo yo prometaki ngai kolinga te koma ya au secours kolinga te moto ayakuwa yaka na yango malembemo yaka na yango yo moko David mwinda nzela kala tezokufa na bona yako wanango elongo na préféré na zela jour na ngai tango koya sans témoin ni juge lilita na ngai nkombo nango amour na yo David Mangaya papa Kelia Mathilde Aramondela salambongo na mandoki alukela mokili mindundo kasi mpona souffrance ya l'amour akoka te kosala ta aspirine na ndeke luka koma na sanza ngai yo nazowa mpona lingaki David Mangaya selon loi ya Dieu tango akelaki atamu na Eva atindaki tolinganaka ye yozobo yolinga ngeza lisumu ngai nakokufa te soki na